Bonjour et bienvenue. Je vois que les participants commencent à se connecter. On va attendre quelques minutes, une ou 2 minutes, en attendant que le reste des participants se connectent. En attendant, nous vous demandons de bien vouloir indiquer de quelle organisation vous êtes quand vous rejoignez le webinaire. Dans le volet chat, veuillez écrire votre nom, de l'organisation de laquelle vous provenez, s'il vous plaît. Et quand tout le monde sera connecté, d'ici quelques minutes, nous allons commencer. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a quelques participants en ligne. Nous sommes 7, plus les panélistes, ça fait 12. Je suis Jacqueline Drezen de ASAP. Je vais aujourd'hui faciliter un peu la présentation du docteur Noba, que je vais vous présenter instamment. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir inscrire votre organisation, c'est-à-dire l'organisation avec laquelle vous participez à ce webinaire. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a monsieur ou madame Mutombo Adelar, Alice Mouchagaloussa. Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat l'organisation dont vous êtes issu, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Adelar Mutombo, vous êtes de quelle organisation, s'il vous plaît? Docteur Jean Mouya, vous êtes de quelle organisation? Kefim Pilo. Merci, docteur Mouya. Bonjour, bienvenue Alice de l'ASF. Bienvenue docteur Henri. Bienvenue monsieur Jean-Louis Chikangu de Renoac. Merci beaucoup. Alors, nous allons attendre peut-être une minute en plus et nous allons commencer la présentation. Bienvenue monsieur Ilunga Caleb du projet de l'ONG Lamuka. Monsieur Davhin Nsikumusu, excusez-moi, de Synergie Santé. Alors aujourd'hui, le webinaire sera autour du thème « Comment élaborer une proposition technique et un plan de suivi-évaluation pour répondre à une sollicitation de USAID ». Next slide. Oui, donc nous allons juste faire une brève présentation pour le management. Vous utiliserez le chat pour dire l'organisation de laquelle vous êtes issu et vous utiliserez le Q&A au bas de votre écran pour poser des questions. Alors, les questions, on répondra aux questions à la fin de la présentation, ou je pense qu'au milieu de la présentation, il y a des temps qui seront répartis pour répondre à ces questions-là. Donc, utilisez l'onglet Q&A pour poser vos questions. Aussi, je voudrais vous dire que la présentation de ce jour sera enregistrée et sera disponible pour que vous la visionnez à nouveau à l'adresse sur le web, le site web, de ASAP, à l'adresse www.intrahealth.org /ASAP-ressources. Next slide. Alors, le présentateur du jour est le docteur Noba Valentin, qui travaille en tant que Business Development Capacity Advisor. C'est
conseiller technique du Business Development pour le projet ASAP 2 qui couvre la RDC. Ensuite, il y a Jacqueline Drezen, votre servante, qui va vous servir. Je suis Communication Capacity Advisor et je vais aider pour les réponses et les questions. Merci. Je vais passer la parole au Dr Noba. Merci, Jackie. Merci à tous. Merci, chers participants de la DRC. Alors, notre session d'aujourd'hui est un peu spécifique puisque ça s'adresse exclusivement à l'équipe de la RDC sur justement l'objectif d'apprentissage qui est de pouvoir rédiger une proposition technique de qualité, c'est-à-dire la description du programme et un plan de suivi et évaluation conformément aux directives de USAID dans le cadre d'une sollicitation de la part de USAID. Slide. Alors, nous avons essayé d'égrener un agenda qui est établi de la façon suivante. Nous allons faire quelques rappels sur comment identifier les opportunités de financement de USAID. On en avait discuté lors de la présentation du 6 avril. Ensuite, nous allons aborder la question de l'approche technique, de l'élaboration de l'approche technique, du suivi évaluation qui intègre parfaitement la composante technique. On va ensuite discuter, parler de la gestion du programme et la gestion du personnel. Donc, le management et staffing, donc c'est essentiellement ce qui va concerner la gestion du projet et la gestion du personnel qui sera identifié pour la mise en œuvre du projet. Nous allons terminer ensuite par la capacité organisationnelle de l'ONG ou du partenaire. Et enfin, on aura des questions-réponses auxquelles nous allons nous y prêter. Slide. Alors, très rapidement, nous allons rappeler les opportunités de financement de USAID et comment les identifier. Nous avions dit à travers la sensibilisation et les informations directes du donateur, c'est-à-dire USAID lui-même, parfois il s'agit de bouche à oreille via vos propres réseaux, les collègues, les donateurs, les parties prenantes, etc. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans l'identification des opportunités de financement, vous avez le site de grant.gov qui est véritablement le site officiel qui peut permettre justement de rechercher, d'identifier les opportunités de subvention et d'accords de coopération. Slide. Comme je l'ai dit, on ne va pas s'attarder là-dessus. On peut aller fouiller, chercher les opportunités de financement sur le grant.gov du gouvernement américain. Diapositive suivante. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est comment développer la proposition technique une fois que le RFE a été publié. Alors, dans un premier temps, il va falloir s'organiser en équipe. S'organiser en équipe, le partenaire qui soumet une sollicitation doit pouvoir, en interne, s'organiser en équipe. C'est une équipe de rédaction de la proposition technique et il va falloir rationaliser la coordination et la communication. D'une part, tenir les staffs clés informés, allouer les bonnes ressources et puis garantir la qualité et la conformité. Alors, vous savez qu'une fois le RFE publié, il y a quand même une description des directives qui sont proposées par le bailleur. Ici, nous avons USAID qui est notre principal bailleur, donateur, à qui nous faisons allusion.
il y a la spécificité de la sollicitation qui permet de définir les dates d'application, les dates de soumission de l'application, les dates de publication d'une part, les dates limites pour la soumission de la sollicitation. Et pour nous, c'est important de connaître ces différentes instructions lorsque le RFA est publié. Diapositive suivante. Slide. Alors, dans l'élaboration d'une proposition technique en temps réel, lorsque les équipes programmatiques sont constituées, il va falloir lire attentivement l'appel d'offres, le RFA, puisque nous avons suffisamment d'instructions, d'informations qui sont dans le RFA. Il va falloir lire attentivement. Identifier et reconfirmer votre équipe, mais pour nous, le plus important, c'est de pouvoir créer une matrice de conformité, le point 4, pour examiner les exigences, les critères d'évaluation et la conformité de la sollicitation. Slide suivant. Comme je l'ai dit, pour pouvoir élaborer la composante technique programmatique, il va falloir très rapidement que des rôles et responsabilités soient dégagés par équipe. Donc ici, nous allons avoir un focus sur l'aspect technique et le suivi et évaluation, qui est une des composantes majeures qui constitue pratiquement le cœur de la sollicitation en termes de réponse à la sollicitation. Et c'est important pour le partenaire qui soumet une application de pouvoir véritablement avoir une équipe solide, une équipe de qualité pour écrire la partie technique, la partie descriptive de l'application. Étant entendu que la composante budgétaire sera revue ultérieurement, notamment dans la prochaine rencontre, le 4 mai, nous allons également tenir compte du fait que dans l'élaboration de la composante technique, il y a, on le verra un peu plus tard, la question du recrutement du personnel, si nécessaire. Donc, il va falloir impliquer également la question, les équipes de ressources humaines qui sont partie prenante dans la sélection des staffs de qualité pour faire partie de l'équipe du projet. Slide suivant. Il faut, dans un premier temps, constituer un calendrier de proposition, conformément au délai proposé depuis la date de publication jusqu'à la date finale de soumission. Il va falloir rapidement que l'équipe puisse se proposer un calendrier d'élaboration de la proposition avec les deux dimensions. La première dimension concerne exclusivement la partie technique, donc programmatique, et la seconde concerne la partie budgétaire. Vous voyez que généralement, le cycle de l'application ne dure que 5 à 6 semaines. Donc, par anticipation, il va falloir véritablement tenir compte des deadlines et de restructurer les différentes positions et responsabilités pour l'élaboration de la composante technique programmatique. Slide. La matrice de conformité est une matrice qui permet de comprendre et de voir quelles sont les instructions majeures qui sont développées par l'application et quelles sont les instructions pour lesquelles USAID sera très exigeant sur les limites de votre application. Dans un premier temps, il va falloir tenir compte des délais d'application. Deuxièmement, il y a l'ouverture sur les questions-réponses de la part de
USAID qui vous permettent de poser un certain nombre de questions ou de clarifications. Mais ce qui est important de retenir dans la spécificité de l'application, c'est de comprendre que votre application technique ne devrait tenir que sur un certain nombre de pages. Généralement, dans les instructions, ici c'est un modèle que vous voyez, mais généralement, les instructions sont données et USAID va vous donner des spécifications et des instructions sur les limites de pages. Ici, nous avons un modèle qui présente que la limite de page est de 30 pages au maximum pour l'application technique. Ensuite, nous avons les différents caractères. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, il faut comprendre que la proposition technique a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'application, l'approche technique. Et cette approche technique, comme je le disais, est au cœur de l'application et compte pour 50 points environ. Ensuite, nous avons le management et le staffing. Donc, la gestion du programme et le staff dédié à la mise en œuvre des activités qui compte lui aussi pour 30 points. Enfin, la capacité organisationnelle de la proposition technique doit pouvoir également être prise en compte dans les priorités et donc ces 3 entités, ces 3 sections constituent à peu près ici 100 points dans l'évaluation que fera USAID dans le cadre de la soumission de votre application. Slide. Je ne vais pas m'attarder sur la matrice de conformité. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'articulation, nous avons la page de couverture qui n'est pas comptabilisée, ce qui vaut à peu près 1 page, mais qui n'est pas comptabilisée dans le nombre de pages exigées. Il y a également la table des matières qui constitue également un élément de la proposition technique qui lui aussi n'est pas compté comme 1 page à part entière. Donc, elle doit être intégrée dans votre application, mais elle n'est pas soumise au comptage des différentes pages de la proposition technique. Après ça, nous avons la liste des acronymes qui n'est pas exigible, mais qui doit être intégrée dans votre proposition technique. Et puis, nous avons le résumé exécutif qui, lui aussi, n'est pas comptabilisé comme 1 page de la proposition technique, mais qui doit être partie intégrante de la proposition technique. Alors, ce qui est comptabilisé ici, nous avons le descriptif, donc la proposition technique, qui, dans certaines circonstances, peut aller jusqu'à 20, entre 15 et 25 pages. Ensuite, nous avons la section sur la capacité organisationnelle qui, lui, va compter pour à peu près entre 5 et 10 pages. Tout ceci, vous les aurez dans les instructions claires de l'application. Diapositive ou slide suivant. Alors, nous avons vu les différentes sections, la page de couverture. Alors, cette page de couverture, elle n'est pas figée. Elle peut comprendre le nom de l'organisation ou des organisations soumettant leur candidature. Elle identifie la personne ressource principale par le nom, le titre, l'organisation, les adresses postales, le numéro de téléphone, les adresses électroniques, les mails, ou l'identification de la personne alternative. Donc, généralement, dans les instructions, et ça fait partie des questions
que vous pouvez poser à USAID, c'est d'avoir à la fois la personne de ressources, mais une personne alternative avec ces mêmes coordonnées sur la page de couverture. Ensuite, vous avez le nom du programme, c'est-à-dire l'objet de la sollicitation. Vous avez le numéro de l'opportunité du financement. Et vous avez également, parfois, parce que ce n'est pas exigible non plus, mais parfois vous avez également le nom de tous vos sous-partenaires potentiels que vous proposez dans le cadre de l'application. Donc, il va falloir indiquer les organisations locales selon la définition de USAID, Local Entity, pour la page de couverture. Slide suivant. Alors, nous allons voir ici lister les sections principales de l'application technique. Généralement, et là encore, ce n'est pas de façon cataloguée et figée, mais voici les sections principales qu'on peut retrouver dans la proposition technique. Le résumé analytique, l'approche technique avec plusieurs sections, les stratégies et approches clés qui doivent être dégagées par rapport au domaine pour lequel la sollicitation a été lancée, les activités du projet. Ces activités du projet, nous avons donné quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs. Il peut s'agir d'un domaine comme les OEV avec des sous-objectifs. Il peut s'agir d'un domaine sur la population clé. Il peut s'agir d'un domaine sur la prise en charge, les soins et soutien au VIH. Mais pour nous, tout ceci rentre dans le cadre des orientations et des grandes lignes qui sont proposées dans la sollicitation. Ensuite, nous avons un plan de suivi, évaluation et apprentissage qui est une partie intégrante de la proposition technique. Nous avons également la structure de gestion et le personnel, donc le management et le staffing, avec quelques déclinaisons qui sont présentées ici, la stratégie de gestion, les rôles et responsabilités des membres de l'équipe de votre projet, la coordination du projet elle-même, comment vous c'est structuré, comment vous coordonnez les activités, tant en interne qu'avec également les partenaires que vous avez sur le terrain. Ensuite, il peut s'agir des organisations locales qui sont sous-partenaires de votre projet. Il va falloir les identifier et voir les articulations de comment vous gérez la mise en œuvre avec eux. Ensuite, nous avons les structures organisationnelles, la structure du personnel ou l'organigramme, que nous allons voir un peu plus tard. Enfin, une des sections principales, c'est la capacité organisationnelle et l'expérience acquise par votre projet. Slide. Alors, de façon pratique, l'application technique va décrire votre approche et votre justification pour relever les défis de l'opportunité décrite dans la sollicitation. L'approche technique est la section la plus importante, comme je l'ai dit, c'est vraiment le cœur de votre proposition technique et celle qui a le plus de poids lorsque le donateur note les soumissions pour sélectionner un partenaire. Il faut que vous vous assuriez qu'il démontre votre compréhension du contexte de programmation et les parties prenantes, qu'il décrit comment vous atteindrez les objectifs, puisque dans l'application, nous avons l'objectif global, il y a des sous-objectifs ou des objectifs spécifiques et des zones géographiques d'intervention. Et cela, il est important qu'on puisse avoir la déclinaison conformément à la sollicitation, la déclinaison de votre capacité et de faire une description de façon smart de comment vous devrez
vous devrez vous prendre pour atteindre les objectifs proposés par la sollicitation. Votre application technique comprend également un plan de suivi, évaluation et d'apprentissage. Il fournit également des interventions spécifiques pour atteindre l'objectif global de l'activité. Il doit pouvoir décrire comment vous allez tester, documenter, partager les meilleures pratiques et les leçons apprises. Slide suivant. Nous avons déjà évoqué rapidement, je vais passer là-dessus, c'est la table des matières et doit inclure les sections principales, la numérotation des pages pour faciliter les références, croiser et identifier les critères d'évaluation de votre proposition. La liste des acronymes, comme je l'ai dit, elle n'est pas exigible, mais utile de le mettre dans l'application. Le résumé exécutif, c'est le résumé qui doit fournir un aperçu des éléments clés du contexte épidémiologique du domaine du projet au niveau de votre pays, de l'application technique ou de l'approche technique, de l'approche de gestion, comme on l'a vu, et dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme, il faut pouvoir que ce résumé exécutif intègre également les résultats attendus et le plan de suivi et évaluation. Slide suivant. L'approche technique ou l'approche conceptuelle, c'est vraiment la description du programme. Cette approche conceptuelle doit fournir un contexte concis sur les défis ou l'opportunité de développement spécifique de la mise en œuvre du projet. Il doit inclure un énoncé du problème avec une brève analyse des parties prenantes et des bénéficiaires visés par le projet. Il fait une description des principales opportunités ainsi que des grands défis de la mise en œuvre des activités ou des thématiques. Quand on prend l'exemple ici de la mise en œuvre de l'intervention des soins et traitements du VIH, vous devrez pouvoir avoir la possibilité, conformément justement au contexte épidémiologique national, de pouvoir faire une description des grands défis, surtout, que votre organisation entend et les grandes stratégies que votre organisation entend de mettre en œuvre pour adresser la réponse qui va être contributive à la réponse nationale. Alors, votre application technique décrit également comment l'approche proposée et les activités illustratives sont pertinentes, susceptibles d'atteindre les résultats escomptés conformément aussi proposés dans la sollicitation. Donc, si vous inscrivez dans la dynamique de la compétition, il va falloir que vous puissiez vous vendre. Donc, faire une description de votre approche. Ensuite, si vous avez des activités illustratives qui sont pertinentes, vous devrez pouvoir faire une description et pouvoir le prendre en compte dans l'atteinte des résultats et des cibles proposées. Faire une description de l'approche de mise en œuvre des activités impliquant une variété de partenaires, ensuite conduisant à l'harmonisation, à l'intégration et à la coordination. Et ici, on fait référence à vos différentes zones d'intervention telles que proposées par la sollicitation et voir quels sont les acteurs complémentaires sur le terrain avec qui vous devrez pouvoir travailler en étroite collaboration, dans un cadre de collaboration, pour adresser ensemble les grands objectifs de votre projet. Diapositive suivante, slide. Alors, ayant fait le tour des grands principes de la section sur l'approche technique, nous allons nous focaliser sur le plan de suivi, évaluation et d'apprentissage qui va décrire les approches pour générer des données de haute qualité et faire le suivi
des objectifs et des cibles du programme. Alors, le plan de suivi-évaluation est une partie qui intègre toute l'approche technique dans le descriptif programmatique. Il est important, le plan de suivi-évaluation, parce que c'est véritablement l'outil de suivi des performances de votre programme. Alors, vous devez pouvoir faire une description de l'utilisation des données en continu pour informer et améliorer les performances programmatiques en collaboration avec les parties prenantes. Et votre plan de suivi et évaluation devait permettre d'évaluer l'efficacité des activités de votre programme. Alors, ce plan de suivi et évaluation doit pouvoir inclure dans votre stratégie les outils de collecte, l'équipe de collecte, les outils de collecte de données de base, le système que vous aviez en place. S'agit-il d'un système électronique de collecte des données? S'agit-il d'un système national consensuel? Ou alors avez-vous développé vous-même un système pour le suivi, évaluation de vos des données à collecter? Ici, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à faire une description spécifique de votre plan de suivi-évaluation. Et cette description doit pouvoir contenir, comme je l'ai dit, l'outil de collecte, le système d'information. Ensuite, l'outil doit pouvoir, votre plan de suivi-évaluation doit pouvoir intégrer les spécifications des indicateurs principaux développés par USAID. Je pense que vous devez avoir les dernières sources de développement du maire, le Monitoring, Evaluation and Reporting du PEPFAR, qui donne les grandes orientations stratégiques sur les indicateurs. Mais généralement, dans le cadre de l'application, USAID donne vraiment les grands indicateurs, les cibles potentielles et les grands indicateurs liés au suivi de votre programme, liés également à la performance programmatique de votre programme. Et ces indicateurs-là sont connus et généralement la périodicité de la collecte des indicateurs sont fournis par USAID dans le cadre de la sollicitation. Slide suivant. Alors, le plan de suivi et évaluation, comme je l'ai dit, doit identifier les cibles, les objectifs du programme, définir les indicateurs de processus, les indicateurs que vous avez développés en routine, les résultats, mais également intègre les indicateurs standards de USAID et ces indicateurs sont des indicateurs prioritaires. Comme je l'ai dit, le cycle de collecte des données, il est à la fois hebdomadaire, il est à la fois mensuel, trimestriel, semi-annuel et annuel. Alors, pour ce qui concerne le PEPFAR et USAID, il y a les périodes clés de collecte des données. Donc, il va falloir être très spécifique sur la façon dont vous allez mettre en place votre équipe pour collecter des informations sur le terrain, à la fois avec vos équipes, mais également si vous avez des sous-partenaires, comment vous allez les outiller également à pouvoir faire une bonne analyse eux-mêmes des données et pouvoir faciliter le rapportage des données. Diapositive suivante. Alors, le plan, je continue avec le plan de suivi et évaluation qui fait une description
du système de suivi, on l'avait dit, qui intègre la qualité des données des sous-partenaires, qui utilise les indicateurs MER, Monitoring, Evaluation and Reporting, fournis par USAID. Mais ce qu'il faut savoir, en termes d'innovation, il y a la possibilité pour vous à la fois d'intégrer dans le descriptif du plan de suivi-évaluation, la façon dont vous intégrez la vérification des données, la qualité des données à travers l'audit de la qualité des données des sous-partenaires avec qui vous êtes en accord, mais également cela vous permet à vous de pouvoir vérifier véritablement la conformité, la concordance des données qui sont produites au niveau terrain, au niveau des sous-partenaires. Et ça, je pense que dans les principes de base, les partenaires qui soumettent une application qui intègre également un concept d'audit des données est une pratique à encourager et qui permettent de façon cyclique de pouvoir vérifier les données et de pouvoir permettre d'avoir des données fiables, des données de qualité. Slide suivant. Alors, nous partons sur la structure de gestion du projet et le personnel. Très rapidement, nous allons pouvoir faire l'articulation de la description des différentes parties qui constituent la structure de gestion du projet et le staffing. Il y a la stratégie de gestion du programme. Cette stratégie de gestion du programme nécessite une interaction régulière avec une grande variété de partenaires et de parties prenantes. Alors, il décrit la stratégie de collaboration avec les ONG locales, les autres ONG locales, si vous êtes dans une zone où vous devez faire la mise en œuvre et qu'il y a d'autres ONG locales, évidemment, il va falloir avoir des cas de collaboration dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre. Il va falloir également tenir compte des communautés et des organisations communautaires de la zone, les partenaires de mise en œuvre du PEPFAR, les non-partenaires du PEPFAR, les institutions gouvernementales, les communautés, les bénéficiaires. Il faut effectivement faire une description de l'effectivité de votre participation aux réunions de coordination nationale dans le domaine de l'application concernée. S'il s'agit du domaine des OEV, il va falloir que s'il y a des réunions au niveau national par le programme national, il va falloir que vous puissiez effectivement y participer et que vous fassiez la description de l'engagement et de votre engagement à pouvoir participer aux réunions de coordination. Il fait également, votre structure de gestion du programme fait également la description des rôles et responsabilités des différents membres de votre staff. Alors, dans le cas du projet, le chef de projet, avec le soutien du directeur exécutif, s'il en existe, ou du PCA ou d'autres instances de coordination, sera responsable de la mise en œuvre globale de l'activité et de la liaison avec USAID. Dans le cadre de la coordination du projet, nous avons le COP qui siégera en équipe. Donc, cette description doit être effective dans votre application. Le directeur de projet doit pouvoir siéger en équipe de gestion de programme élargi. Ensuite, le COP organisera les revues mensuelles du projet avec l'unité de gestion du projet, devrait pouvoir proposer l'état d'avancement du projet par rapport aux objectifs clés à atteindre. Il est également l'interlocuteur vis-à-vis du bailleur, USAID, et doit pouvoir également avoir des sessions de réunion avec les chargés de programme de USAID, de son domaine spécifique, et également faire une réunion
généralement, ce sont des réunions mensuelles de projet et des réunions qui permettent de donner un aperçu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités du projet. Au-delà de la réunion de coordination à travers le Senior Management Team, il y a également des réunions qui sont réalisées au niveau de l'équipe. Elles peuvent être hebdomadaires, elles peuvent être mensuelles, et si elles sont hebdomadaires et mensuelles, elles vont concerner à la fois le chef de projet, les autres staff clés, notamment le directeur de programme, le directeur financier, le directeur de suivi-évaluation et également les conseillers techniques en charge d'un certain nombre de domaines sur le terrain. Slide suivant. La structure de projet doit pouvoir décrire également les subventions qui sont octroyées aux organisations locales. Donc, décrire le plan de suivi régulier des sous-partenaires. Le plan, il est hebdomadaire, mensuel, de la gestion des sous-subventions. Il définit également la structure organisationnelle, donc le processus de communication, de coordination interne qui doit être efficace, une communication externe appropriée qui assure également une mise en œuvre transparente. En interne, vous devez pouvoir décrire le processus de communication régulière avec les staffs sur l'état d'avancement du projet. Ils peuvent être, selon les différents départements, ils peuvent être hebdomadaires, ils peuvent être mensuels, ils peuvent être trimestriels. Mais ce qu'on souhaite ici, en termes d'orientation, c'est de pouvoir faire une description du processus de communication entre départements, d'une part, de façon hebdomadaire, ensuite avec le directeur de projet de façon mensuelle, et en externe, faire une description du plan de communication avec USAID. Il peut être hebdomadaire, mensuel, il peut également répondre aux demandes de rencontre de l'équipe de USAID. Nous allons voir la structure du personnel, et cette structure du personnel qui est décrite dans l'organigramme fait référence, dans le cadre de l'application et de la description du programme, il va falloir décrire les rôles et responsabilités des personnes clés, d'une part, mais également des autres staffs qui constituent l'ossature de l'équipe de projet. Diapositive suivante. Slide. Il intègre également le plan de gestion du staff. Le plan de gestion du staff décrit comment vous allez construire la structure du personnel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais toujours est-il que vous devez pouvoir, si d'aventure vous devez pouvoir recruter du personnel additionnel dans la construction de la structure de votre staff, du projet, vous devrez pouvoir décrire les personnels et leur rôle clé et obtenir une expertise technique supplémentaire aux besoins, y compris le personnel clé et le personnel non clé qui sont essentiels au projet. Donc, vous devez pouvoir faire une description pour le personnel clé et insérer l'organigramme complet. Les personnes clés, les CV de ces personnes clés, généralement, sont mis en annexe et doivent décrire et démontrer leurs qualifications et répondre aux exigences du bailleur, notamment USAID. Alors, il faut reconnaître que les personnels clés, une fois ils sont retenus, il va falloir, alors, dans le recrutement de ces personnels clés, il va falloir annoncer qu'ils ne sont recrutés que sous réserve, bien sûr, de l'approbation de la sollicitation faite par le bailleur. Diapositive suivante. Slide.
Alors, ici, nous montrons un modèle qui n'est pas figé, qui n'est pas exhaustif, mais c'est un modèle de structure. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les personnes clés sont prioritaires dans le descriptif de votre structure de personnel. Il s'agit du chef du chef du projet. Il s'agit également du chef du projet adjoint. Parfois, dans la structure, ça dépend des différentes organisations. Il y a le directeur technique qui est à la fois le directeur adjoint du projet. Mais ceci est porté à la discrétion du partenaire qui fait la sollicitation, mais également dans les questions-réponses avec l'USAID, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en compte dans le descriptif de votre structure du personnel. Ensuite, nous avons le personnel clé, nous avons également, qui doit figurer effectivement dans votre structure, c'est le directeur financier, d'une part. Ensuite, nous avons le directeur de suivi et évaluation, qui est considéré également comme personnel clé. Les autres personnels sont également des personnels qui sont importantes et dont les descriptions devraient être également figurées dans votre organigramme et dans la structure du personnel, dans la description de la structure du personnel. Diapositive suivante. Alors, nous abordons la dernière grande section qui est la capacité organisationnelle et l'historique de vos performances. Alors, cette partie ou cette section de votre application technique est une portion qui est également essentielle. Elle doit pouvoir faire la description organisationnelle qui apparaît sous forme de narratif dans la demande technique. Alors, démontre que vous pouvez exécuter le cahier de charges de la soumission en décrivant les réalisations antérieures et actuelles liées au cahier de charges de l'opportunité de financement. Il doit pouvoir inclure l'expérience des partenaires principaux et du consortium, au cas où. Et nous pensons que cette partie qui, dans l'évaluation, va compter pour 20 points, est une partie qui est également importante. C'est un peu, si vous voulez, une façon pour l'ONG ou le partenaire local qui soumet son application à pouvoir se vendre. Et dans cette partie, l'organisation doit pouvoir faire une description, comme on l'a dit, de toutes ces applications, de toutes ces performances antérieures. Mais généralement, ces performances antérieures sont soit évaluées par d'autres organisations avec qui elle travaille ou elle est partenaire, mais elle doit pouvoir également inclure tous les financements dont l'organisation dispose ou tous les financements qui ont été exécutés par l'organisation. Ça va démontrer votre capacité à la fois à avoir des activités de mise en œuvre à travers la sollicitation d'un certain nombre de projets, d'une part, mais également dans la gestion financière, elle va pouvoir démontrer que vous avez plusieurs, pour ceux qui en ont plusieurs activités que vous menez et ceci doit pouvoir figurer dans votre capacité organisationnelle. C'est un élément très important, donc, et ça, et de montrer votre expérience à travailler avec des partenaires principaux et également permettre de présenter véritablement votre engagement et vos différentes performances antérieures
que vous décrivez dans cette partie. Alors, il se peut que parfois, l'USAID contacte les personnes ou les institutions avec qui vous avez travaillé pour essayer de comprendre et de voir quelles ont été vos performances, quelles ont été quelle est la perception et l'évaluation qui ont pu faire de votre collaboration. Et ça, c'est très important. Si vous aviez quelques histoires à succès, il est important que vous puissiez faire aussi une description des résultats satisfaisants auxquels vous avez été soumis et pour lesquels vous voulez les présenter au nouveau bailleur ou à USAID sur votre capacité justement à pouvoir gérer tant sur le plan programmatique que sur le plan financier des activités de grande envergure. Slide suivant. Slide. Alors, l'application doit décrire sa capacité d'organisation, à commencer par la mise en œuvre immédiatement. On revient sur la diapo. Back to the diapo. Alors, ce que je voulais faire remarquer ici, c'est que il va falloir pour vous, pour le partenaire qui soumet son application, doit décrire ses performances dans la gestion des financements des bailleurs et citer avec les financements octroyés, donc un tableau récapitulatif pour me résumer sur les financements reçus et sur la bonne exécution de ces financements. Alors, le dernier point sur la capacité organisationnelle, puisque si bien identifié par le bailleur, il est important que vous puissiez démontrer votre engagement à également renforcer les capacités de ses sous-partenaires en termes d'accompagnement sur le terrain au quotidien, mais également en termes de formation pour améliorer les capacités techniques managériales de ses sous-partenaires. Et cet élément est important et elle devrait pouvoir traduire progressivement comment vous pouvez également transitionner d'autres partenaires ONG locales dans le cadre de la mise en œuvre et dans le cadre de la gestion des procédures organisationnelles. Slide suivant. Donc, on a déjà vu les différentes sections et nous venons, alors une fois votre application avec toutes ces articulations sont décrites, il va falloir faire la revue. Et cette revue est une étape importante et vous devez pouvoir définir les étapes de la revue pour votre organisation à différents stades du processus d'élaboration de l'application technique. Et ça, généralement, on conseille de pouvoir avoir au sein de votre organisation des personnes de ressources habilitées à pouvoir faire la revue de votre application technique. Donc, il va falloir identifier des personnes qui peuvent servir pour les revues, distinctes de l'équipe de proposition, et les former à la façon de faire les revues si nécessaire. Donc, quelques exemples de revues, mais pour nous, il est important que l'ensemble des différentes articulations, depuis le résumé exécutif jusqu'au plan de suivi, évaluation et à l'organisation, à la capacité organisationnelle, il va falloir qu'on ait des personnes, ressources pour faire rapidement la revue, de sorte que dans le cadre de l'application globale, ces personnes finalisent la revue et les mettent à la disposition de l'équipe d'écriture du projet. Voilà ainsi
présenter les différentes étapes de l'application technique. Je pense que la dernière diapo sera soumise. Slide suivant. À différentes questions-réponses auxquelles nous allons ensemble essayer de pouvoir répondre, mais également d'avoir une interaction de votre participation. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci de votre attention. Slide. Merci beaucoup, Dr. Noba, pour cette très belle présentation. Nous avions demandé aux participants de poser des questions dans l'onglet Q&A. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune question. Mais je pense que s'il y a des questions, vous pouvez soit lever la main pour qu'on vous on prenne des questions et Dr. Noba est disponible et disposé pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez, des besoins d'éclaircies, vous pouvez soit les poster dans le Q&A, l'onglet Q&A, K et A, ou alors simplement lever la main et on vous ouvrira le micro pour que vous posiez vos questions. Merci. Y a-t-il des questions? Juste pour rappeler que la présentation sera disponible sur le site Internet qui a été posté dans le chat. Et je vois que M. Henry a une question. Vous voulez poser votre question? Oui. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de repartager ces moments ensemble. La question que je voudrais poser, tout en remerciant beaucoup de Dr. Noba pour la clarté de sa présentation. Merci. Mais je voudrais savoir, c'est peut-être à l'UCAID, à Dr. Noba, quand nous parlons des partenaires, des sous-partenaires que nous voulons associer à cette proposition, parliez-vous seulement des sous-partenaires UCAID, y compris de la FDC, qui sont présents peut-être en ligne? Est-ce que nous pouvons aussi avoir la liste des autres parties prenantes? Parce que nous travaillons avec plusieurs personnes. Je voulais savoir un peu spécifiquement ça. Même quand on parle de consortium entre partenaires UCAID, ONG locales, bien avec international et autres. Donc, c'est principalement ça la question. Merci beaucoup, M. Henry. Il y a une deuxième question d'Espérance Moukoubou qui demande est-ce que la proposition sera rédigée en anglais? Alors, Dr. Noba, vous avez deux questions. Dr. Noba? Docteur Noba, votre microphone est sous silence. Vous pouvez... vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Alors, pour la première question, merci aux participants. Merci pour ces deux questions. La première, alors, le cadre de collaboration intervient non pas seulement avec les partenaires de USAID, vous êtes en train de soumettre une sollicitation, n'est-ce pas? Et vous souhaitez avoir la possibilité et l'avantage comparatif de pouvoir soumettre une proposition de qualité. Il est évident que, en fonction généralement des orientations stratégiques, c'est-à-dire les objectifs du projet, les zones d'intervention
Ensuite, les financements disponibles. Vous souhaitez vous engager avec des partenaires. Ça, il s'agit du consortium. Et le consortium devrait pouvoir vous permettre de créer ce qu'on a appelé le MOU, le Memorandum of Understanding, le cas de collaboration, pour aller à l'application de la sollicitation. Ça, c'est le premier principe. En ce moment-là, vous décidez ensemble de voir qui est le prime. Si c'est vous qui êtes le prime, alors, dans le consortium, le partenaire local qui soumet l'application avec vous est un sous-partenaire, d'une part. Mais en même temps, dans la mise en œuvre des activités du projet, il est évident que si, dans la répartition géographique, vous avez, on vous demande de pouvoir faire la mise en œuvre, si vous avez des sous-partenaires, partenaires locaux, qui ne sont pas forcément les partenaires de USAID, qui veulent, avec qui vous devrez pouvoir travailler, qui ont l'expertise dans le domaine et avec qui vous devez pouvoir travailler, vous devrez pouvoir les lister et justement discuter avec eux et faire une proposition globale qui tienne compte de leur présence sur le terrain et de leur expertise dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, pour répondre à la première question, c'est pas seulement… Alors, exclusivement, c'est vrai qu'il peut y avoir des partenaires qui ont déjà des financements de USAID, mais les partenaires locaux avec qui vous devez pouvoir soumettre votre application comme sous-partenaire, il va falloir les identifier au préalable dans le cadre de la soumission. Donc, il ne s'agit pas seulement de partenaires identifiés comme partenaires de USAID, mais cela est louable de voir dans le cadre du contexte et de la situation géographique, s'il y a d'autres partenaires qui ont l'expertise dans le domaine et qui y travaillent déjà, avec qui vous devez pouvoir travailler, ce serait une bonne chose de pouvoir les lister, discuter avec eux et les prendre comme sous-partenaires dans le cadre de votre application. Merci, Dr. Noba. La deuxième question, c'est est-ce que les propositions seront rédigées en anglais? Alors, d'abord, le RFA n'est pas traduit. Le RFA ou le RFP ne sont pas traduits en français. Donc, l'application est soumise en anglais. Nous avons fait une présentation en français, mais tout le RFA, les documents afférents doivent et sont toujours en anglais et votre réponse de la sollicitation est en anglais. Elle ne peut pas être autrement parce que vous se mettez, et ça, ce sont les directives et les instructions du bailleur, USAID ou de PEPFAR. Quel que soit le type de bailleur, les soumissions sont en anglais. Merci, Dr. Noba. Juste ajouter aussi que c'est de pratique commune qu'une fois que les participants, enfin les organisations peuvent utiliser Google Translate pour être sûr de ce qu'on demande. Sinon, comme vous dites, tout est écrit en anglais et soumis en anglais. Espérance Moukoubou demande, est-ce que les personnes doivent faire la revue? Est-ce que les personnes qui doivent faire la revue font partie de l'organisation ou elles sont en dehors de l'organisation? Dr. Noba? Oui, merci. Les personnes qui sont… qui font la revue. Généralement, c'est la revue, comme je l'ai dit, est réalisée par, généralement, par l'ensemble de l'équipe technique. Alors, il peut arriver que dans les équipes, on peut identifier des personnes qui ont une bonne lecture pour faire la relecture. Mais ce qu'on remarque souvent dans les questions, c'est que
les partenaires, certains partenaires se demandent, est-ce qu'il faut aller faire des contrats de consultance avec d'autres personnes pour pouvoir être des reviewers ou des personnes qui seront payées à faire la revue? Alors, je crois savoir que USAID ne prendra pas en compte parce qu'après, il va pas falloir l'imputer à USAID puisque USAID ne prendra pas en compte justement les frais liés à la consultance de tierces personnes pour la revue. Généralement, en interne, on conseille de pouvoir avoir des personnes qui ont une très bonne lecture pour faire la revue. Et ça, pour les organisations partenaires qui ne sont pas des organisations internationales, parce que les organisations internationales ont un système de gradient avec leur siège qui sont habilités et qui généralement font la revue. Mais pour les partenaires locaux, il vous appartient de pouvoir monter votre équipe de revue. Mais si d'aventure vous sollicitez de tierces personnes en dehors de votre projet comme des consultants, alors la facturation ne devrait pas être imputée à USAID du fait de l'utilisation de consultants pour la revue de votre programme. Allô, Jackie? Merci, Dr. Noba. Pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont encore des questions? En notant qu'il est 15h08, normalement, le temps est écoulé, est échu pour la présentation. Alors, si personne d'autre n'a de questions, nous voudrions juste rappeler qu'il y a le prochain webinaire se tiendra le jeudi 4 mai à la même heure. Et le sujet de ce webinaire, le thème de ce webinaire sera comment agencer le budget, la proposition de coûts et le narratif du budget. Donc, jeudi prochain, le 4 mai, de 13h à 15h, je crois, il y aura encore un autre webinaire sur le thème comment développer le coût pour le proposal, le budget et le narratif du budget. Alors, si vous ne vous êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire. Merci beaucoup à tous. Merci de votre participation. Merci au Dr. Noba et à l'équipe ESAP du siège qui nous a soutenus pour la présentation de ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous.